que oui, les créateurs de jeux sont tous feignants, hein. Enfin, peut-être pas tous, mais moi en tout cas je le suis beaucoup. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Hors Plateau consacré à Christophe Rimbaud, auteur de jeux de société. Christophe, bonjour. Bonjour. Tu as fait un master EFIS, éducation, formation, intervention sociale. Ah bah, t'as bien cherché, hein. Spécialité loisirs, jeux, éducation. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? En quoi ça consiste? Bah alors déjà c'est un master qui a trait aux sciences sociales. Donc c'est un truc que je connaissais pas du tout. Moi à la base j'ai fait un diplôme d'ingénieur informatique et du coup j'ai eu connaissance de ce master et je me suis dit bah ce serait cool, ça comprend des choses que j'aime, c'est-à-dire le rapport au jeu et le rapport à l'éducation, c'est comment on peut éventuellement allier les deux, tout ça. Sachant que j'avais déjà fait un stage pour essayer de faire un serious game, c'est un jeu vidéo éducatif, et que c'était complètement naze, et que je me suis dit, bah ça se trouve, ça existe des bons jeux éducatifs, et c'est pas si évident en fait. Du coup, pendant cette année, il y avait pas mal de cours, alors pas tous hyper intéressants, mais il y avait quelques cours qui m'ont passionné, notamment cette notion de réussir à définir la notion de jeu. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu en fait? C'est extrêmement difficile à définir. Il y a beaucoup de philosophes et aussi de scientifiques qui ont essayé de définir ce que c'était qu'un jeu. Et en fait, il faut passer par le langage. Quand est-ce que dans notre langage on utilise le mot jeu, et on l'utilise des fois dans des situations qui n'ont rien à voir avec le jeu, par exemple le jeu de la bourse ou le jeu de... Donc du coup c'est tous ces trucs-là qu'on a pas mal étudiés qui m'ont vraiment passionné. Voilà. Et du coup pendant toute cette année on a fait des trucs, mais alors il n'y avait pas que des choses qui avaient attrait au jeu, parce qu'il y avait aussi beaucoup de choses sur la psychologie, le rapport, la psychologie, le rapport avec les enfants, l'histoire en fait aussi de tous les métiers en fait en rapport donc entre les enfants et le jeu. Il y avait je sais plus des cours sur les jeux des cours sur les jeux vidéo, il y avait des cours sur les jeux ludo-éducatifs comme dites-vous par exemple. Ça c'était vraiment naze par exemple. Je crois qu'ils l'ont enlevé d'ailleurs ce cours. Bref. Et voilà. Et pas de module sur le jeu et l'adulte. Eh ben alors c'est ça qui est intéressant, c'est que moi j'ai fait ce truc-là et je croyais que tout le monde allait être trop fan des jeux de société et que voilà voilà. Au final, j'en connaissais plus que les profs quoi. Enfin sans problème. C'était vraiment. Il y a des gens qui viennent pour des choses différentes. C'est-à-dire que ce master, il y en a aussi qui venaient pour travailler dans les métiers du livre aussi, parce qu'il y a aussi tout un module sur tous les livres de la littérature jeunesse par exemple. Donc en fait, c'est vrai que c'est un master un petit peu fourre-tout entre guillemets, où il y a vraiment plein de choses possibles, ce qui est hyper intéressant parce que du coup tu rencontres des gens qui veulent travailler en bibliothèque, qui sont profs mais qui ont envie de faire des trucs un peu ludiques dans leurs cours, qui veulent travailler avec de la petite enfance, donc du coup c'est pas du tout forcément que des gens qui veulent faire un truc en particulier. Et d'ailleurs j'ai de la chance parce que comme moi ça me passionnait et tout ça, mon maître de stage en fait il m'a demandé après si c'était possible pour moi de faire un module par an un petit cours sur le game design en fait, même pas un cours, c'est plus une initiation, donner envie voilà. Et ils ont créé du coup depuis que je suis parti, alors c'est pas grâce à moi, c'est juste parce que c'est quelque chose qu'ils avaient envie depuis longtemps, créer un modèle un peu plus orienté justement jeu de société. Voilà. Et d'ailleurs il y a une rêve qui passe de temps en temps qui fait les vidéos et puis qui des fois vient aussi donner des cours. Il y a aussi il y a plusieurs personnes comme ça qui viennent régulièrement. Le créateur de Time Stories aussi qui vient régulièrement, Manu. Voilà. Dans ce module. Et est-ce que ce master te sert lorsque tu crées tes jeux? Me sert lorsque je crée mes jeux. Alors, je sais pas. Peut-être. En tout cas, il m'a beaucoup servi pour Colt Express parce qu'à la base, en fait, j'ai dû créer un mémoire. Alors, les mémoires, ce genre de truc, quand tu dois faire un mémoire, t'as intérêt à être passionné par ce que tu fais parce que c'est trop chiant, quoi. Faut créer, je sais pas combien de pages pour tout ça. Moi, j'ai changé 3 fois de sujet avant de trouver un truc qui me plaisait, donc j'ai fait un sujet sur les jeux en temps réel. Donc il n'y a pas forcément de tour de jeu associé à chaque personnage, mais il y a une notion de temps réel qui fait que tout le monde joue plus ou moins en même temps. Hein, les jeux comme Escape, les jeux comme voilà. Et du coup, c'est ça qui m'a permis en fait de remettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire que je me suis dit bah du coup c'est cool, je vais utiliser ce papier que j'ai à faire pour me forcer entre guillemets, parce que oui, les créateurs de jeux sont tous feignants, hein. Enfin peut-être pas tous, mais moi en tout cas je le suis beaucoup. Et du coup, ça m'a permis de me mettre le pied à l'étrier et de reprendre des vieilles idées pour tester des trucs, en fait, tester des mécaniques de jeu en simultané. Des trucs qui n'existent pas, et du coup, je me suis dit, bah, c'est rigolo, on va essayer de tester des trucs.
Bon, la plupart marchaient pas, mais il se trouve que c'est comme ça qu'est née la mécanique de Colt Express en fait. Et donc à la base c'était un jeu en temps réel, c'est-à-dire on jouait toutes les cartes ensemble en même temps, sans attendre le tour des autres, dans une pile de résolution commune, qui finalement au fur et à mesure des tests s'est révélé vraiment trop chaotique. Moi j'aime bien le chaos, hein, mais là c'était vraiment trop. Et du coup finalement, même en jouant chacun son tour, ça reste quand même chaotique. Donc voilà. Mais au final, c'est de ça qu'est né Colt Express. Ouais. Et du coup, ce master, est-ce qu'il t'a aidé lorsque tu démarchais des éditeurs ou pas du tout? Absolument pas. Non, parce qu'en fait, les éditeurs, moi, depuis déjà de nombreuses années, j'aimais bien aller dans les festivals de jeux. Donc c'est quelque chose qui me passionnait moi, et c'était pas du tout, c'était pendant très longtemps ma passion, sans être. D'ailleurs, je voulais pas que ça devienne mon métier. C'était vraiment, faut que ça reste une passion. J'ai pas envie de m'en dégoûter entre guillemets. Et du coup, j'avais déjà plein d'amis, plein de connaissances dans le monde du jeu, dont Cédric et Anne-Cécile, qui s'occupent de Ludonote, qui ont monté Ludonote et qui, voilà, donc je les ai contactés, j'aurais dit, j'ai un proto qui commence à fonctionner et tout. En fait, il marchait pas du tout, mais il y avait déjà les bases qui étaient là en fait, et voilà, et c'était très chouette. Donc en fait, l'éditeur s'intéresse plus au jeu d'un auteur qu'à son parcours ou ses diplômes. Alors les diplômes, il en a rien à carrer, ça c'est sûr. Après, typiquement, dans le cas de Cédric et Anne-Cécile, je pense que pour le coup, si on n'avait pas été amis, en fait, ils avaient vraiment envie de travailler avec moi dans le sens où on s'entendait super bien et on voyait que c'était hyper fluide quand on devait créer des choses ensemble et tout. On avait déjà essayé de faire des petits projets et tout qui n'avaient pas forcément abouti, mais on prenait beaucoup de plaisir, en tout cas, à passer du temps ensemble, à travailler sur des projets. Et du coup, là, c'était, je pense que ils m'ont dit plusieurs fois que si ça n'avait pas été moi, ça se trouve, ils auraient pas du tout pris le jeu parce qu'en fait, le jeu était pas encore abouti à ce moment-là. Il y avait encore énormément de travail et du coup, c'est pour ça que ça s'est fait à ce moment-là. Donc en fait, l'auteur en tant que tel est important, notamment qu'ils avaient eu des expériences pas toujours heureuses. C'est vrai que quand on travaille avec un auteur, c'est important que le feeling passe bien, notamment parce que s'il y a des changements à faire sur le jeu, faut qu'il soit partant pour notamment les changer, mais aussi travailler lui-même dessus et réussir à se remettre en question et pas dire mon jeu il est comme ça et puis il va pas changer quoi. Ton master, du coup, ça t'a amené à être ludothécaire. Justement, selon toi, comment un ludothécaire peut aider à défendre l'aspect culturel du jeu? Et est-ce que c'est son rôle? Waouh, c'est une question. Une question à 10 points. C'est une question à 10 points. C'est compliqué de répondre à ça. Effectivement, ça m'a aidé à être ludothécaire parce qu'effectivement, ça fait partie des formations diplômantes pour devenir ludothécaire. Donc moi, j'avais envie d'en avoir une parce que je trouvais ça intéressant. Ce qui est rigolo, c'est, je vais répondre par une autre, je vais faire comme les hommes politiques, hein, je vais répondre par autre chose. Je trouve que le métier de ludothécaire n'a rien à voir. J'ai l'impression de faire un autre, d'être dans un autre univers que l'univers du jeu de société entre guillemets moderne. Alors, il y a plein de ludothèques différentes, mais globalement, un ludothécaire, il travaille avec les 0-6 ans et leurs parents. Voilà. Je dis globalement parce qu'effectivement, il y a aussi des ateliers en collège, il y a aussi des soirées jeux avec les adultes, mais la large majorité des gens qui viennent en ludothèque, c'est plutôt les enfants entre 0 et 6 ans, mais c'est 0 et 10 ans, quoi. Et du coup, pour moi, en tout cas, je sais que c'est très complémentaire de ce que je fais à côté, mais c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment des univers, bon, même si on utilise le jeu, donc c'est vraiment la chose centrale, parce que les enfants, du coup, dès qu'il y a des jeux, ils sont contents d'être là, donc c'est quelque chose, qui est très naturel pour eux, c'est très très fluide. Mais pour autant, ça n'a rien à voir avec l'univers que je connais de création de jeux, parce que je fais des jeux, quand je crée des jeux, moi je sais que j'ai envie de faire des jeux qui me plaisent à moi en premier, et c'est vrai que les jeux pour enfants me plaisent pas toujours de façon profonde, et j'ai du mal du coup à m'impliquer autant. D'ailleurs, on trouve des choses complètement paradoxales, qui est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de jeux de production ludique pour les adultes, alors que finalement, je suis sûr que si on devait faire des stats, il y a beaucoup plus d'enfants qui sont en demande, enfin entre guillemets, ou de familles qui ont besoin de jeux pour enfants, que d'adultes qui ont besoin de jeux. Enfin, en tout cas, peut-être qu'ils en auraient besoin, qu'ils le savent pas, mais en tout cas, voilà, c'est très très particulier. Du coup, parce que les auteurs de jeux sont adultes, la plupart, et s'ils ont pas d'enfants, ils ont pas forcément envie de faire des jeux pour enfants. Voilà. Moi, j'avoue que j'aimerais bien, mais je trouve que c'est un exercice qui est très difficile, parce que du coup, c'est censé plaire à quelqu'un qui n'est pas nous. Et du coup, il faut réussir à prendre de la distance. C'est pas facile. Voilà. Du coup, je vais peut-être essayer quand même de répondre à la question du bien culturel. Déjà, il y a une première chose, c'est que c'est hyper important. Les ludothèques marchent toujours, presque toujours, qu'elles soient associatives ou municipales, sur des subventions ou par des financements. Et ces financements viennent souvent de la case culture. Voilà. Et c'est vrai que c'est très difficile
de faire comprendre aux communes ou aux financeurs que le jeu est un objet culturel. C'est pas encore quelque chose qui est inné en fait, c'est pas quelque chose de simple. Et du coup, nous, on est censé expliquer, et là pour le coup, mon master m'a vraiment donné des billes parce que on a eu pas mal de lectures sur qu'est-ce que c'est qu'un jeu, à quoi ça sert, comment ça a été créé, tout ça. Et du coup, ça, c'est pour le coup, ça me donne des billes pour mettre des mots un peu classe sur des concepts qui permettent de faire comprendre que le jeu est bien sûr un objet culturel. Mais c'est pas toujours facile, voilà. Et ça, faut se battre tous les jours. Après, nous, clairement, c'est un bien culturel dans le sens où ça fait partie des souvenirs qu'on a quand on est enfant. Et il n'y a pas du tout que les jeux modernes, qui sont les jeux, entre guillemets, que nous, en fait, on crée, là, qui sont sortis depuis une vingtaine, trentaine d'années. Mais il y a toute une partie de jeux qui sont les jeux traditionnels et qui sont mais empreints d'une culture absolument fantastique, avec chacun leur histoire, pourquoi ils ont été créés, comment ils ont été créés. Alors généralement on connaît pas le créateur par exemple de la Vallée, on le connaîtra jamais, mais ce qui est hyper intéressant c'est de voir comment il a été créé, dans quel contexte, et en fait on se rend compte que dans les règles se dégagent finalement beaucoup de valeurs de la culture desquelles elles sont issues. Donc ça c'est assez puissant. Déjà avec les jeux traditionnels, ça c'est super simple de parler d'un projet culturel. Après sur les jeux récents, c'est un peu plus complexe dans le sens où c'est tellement récent justement que du coup c'est un peu la même question que est-ce que du coup la variété musicale est de la culture, et de toute façon la réponse elle est évidente, c'est oui, mais c'est pas aussi automatique que ça. Voilà. C'est quelque chose qui est plus compliqué à défendre. Voilà.